Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de bucorve, donc c'est cet oiseau-là, que vous voyez juste là, ce gros aux yeux noirs avec un gros bec. D'ailleurs le bec est pas si noir sur celui-là, normalement le bec est un peu plus noir que ça. Donc ces gros oiseaux-là, ce sont ce qu'on appelle des bucorves en français, en anglais ce sont des ground hornbills. Hornbills, pourquoi? Parce que hornbill c'est calao, et donc c'est en fait des calaos terrestres. En français vous pouvez aussi dire calao terrestre si vous voulez, ça marche aussi. Généralement on utilise bucorve, qui est plus proche de leur nom scientifique, qui va être bucorvus pour le nom de genre. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle le bucorve du sud. Ça se voit ici au fait que la partie de peau que vous voyez ici sur la tête et sur la gorge là, et bien tout ça c'est rouge, alors que l'autre espèce de bucorve, qui va être la bucorve d'Abyssinie, va avoir cette partie ici sur la tête qui va être rouge et bleu, voire totalement bleu, une sorte de bleu foncé un petit peu. Alors, pour vous montrer, hop, voilà les deux espèces. Donc ici en haut, la bucorve d'Abyssinie, qui va avoir une aire de répartition juste là, en bleu-violet. Donc cette bucorve d'Abyssinie va être donc la cousine de la bucorve du sud que vous avez en bas, qui est ici ce gros oiseau avec ici la tête plutôt rouge, et qui va être ici répartie sur la zone rouge. Donc bucorve du sud, évidemment dans le sud de l'Afrique, c'est logique. Et il n'y en a pas d'autres dans le monde du tout, il n'y a que 2 espèces en Afrique, et c'est tout. On les appelle aussi calao terrestres parce que ce sont des gros oiseaux qui ils peuvent voler. Ils volent très bien d'ailleurs s'ils veulent, ils ont une bonne voilure, mais par contre, ils préfèrent beaucoup marcher. C'est des gros oiseaux qui font à peu près 1 mètre de haut, c'est assez lourd, c'est assez pesant, donc pour décoller, il faut quand même qu'ils y mettent un peu de puissance. Donc c'est pour ça qu'on les appelle calao terrestres, parce qu'ils marchent beaucoup. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, ici les pattes sont quand même assez développées. C'est des grands oiseaux marcheurs. Donc vous avez 2 espèces de bucorves, je vous en avais présenté une fois je crois sur Twitter, j'avais mis une petite vidéo d'un petit bucorve, alors c'était une bucorve d'Abyssinie cette fois-là, je vous avais mis en vidéo. Ces 2 espèces sont malheureusement actuellement en voie de disparition. Alors pour regarder exactement leur statut, si vous allez sur le site IUCN Red List, donc ça c'est le site qui va répertorier toutes les espèces dans le monde pour lequel il y a eu des recherches de fait pour savoir si elles sont en train de décliner ou au contraire si elles se portent plutôt bien. Donc ici, vous pouvez rentrer donc le nom de l'espèce que vous voulez ici en haut. Là, j'ai fait bucorvus vu que c'est le nom de genre de ces 2 espèces, et vous pouvez chercher ici l'état des populations actuelles de ces animaux. Donc en l'occurrence ici pour la bucorve du sud, donc Southern Ground Hornbill, vous voyez que les populations ici sont en voie de décroissance. Et pareil pour la bucorve d'Abyssinie, donc celle du nord. Vous voyez aussi que ça se passe pas si bien. Et si vous cliquez sur l'un des deux, vous verrez ici un peu plus en détail ce qui se passe. Donc pour la bucorve du sud qui va nous intéresser aujourd'hui, le statut de conservation actuel, c'est que l'espèce est vulnérable, donc la population donc, il ne se maintient pas, et à cause de ça on considère que c'est une espèce vulnérable parce que les populations diminuent. Le statut suivant, c'est évidemment le statut d'espèce en voie de disparition, en voie critique d'extinction, et puis éteint dans la nature et ensuite éteint. Donc c'est le but de ces programmes de conservation, de faire en sorte que ça ne descende pas trop loin pour que on puisse avoir des populations qui se maintiennent. Donc le but c'est de faire remonter ça jusqu'à ici least concern, donc en gros ça veut dire que cette espèce n'est pas concernée par des problèmes d'extinction. Voilà. Je vous encourage à aller voir ce site, si vous le connaissez pas, c'est le site de l'IUCN, qui contient plein d'infos sur plein d'espèces différentes. Donc là vous avez l'aire de répartition par exemple, vous avez plein de choses sur sa classification, sur son aire géographique, voilà, sur l'habitat, et puis sur les actions de conservation que vous avez ici, qui sont menées un peu partout. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a toute une biblio aussi qui est associée généralement, parce que c'est des recherches qui sont faites, c'est très scientifique, hein, donc il y a plein de biblios associés, donc n'hésitez pas à aller voir ce site si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez chercher les espèces qui vous intéressent et vous verrez que tout est dedans. Voilà. Donc ça c'était une petite présentation rapide de l'espèce. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou est-ce qu'on continue?
Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Destruction de l'habitat, chasse? Tu vas répondre dans 5 minutes. Certainement, oui. Bon, on peut y répondre tout de suite, en fait. Le lien de disparition, ça va être surtout les activités humaines, la réduction de l'aire de répartition, parce que les activités humaines, malheureusement, ça fait que petit à petit on grignote sur la nature, donc l'aire de répartition pour ces animaux diminue, donc évidemment la population diminue, hein, c'est logique, vous lui enlevez sa maison, bah il peut plus trop y habiter. La pollution pour pas mal d'espèces, et puis on a aussi en Afrique, le gros problème c'est ce qu'on appelle le mouti. Alors le mouti, c'est tout ce qui est lié à la médecine traditionnelle. On appelle ça des mouti markets. Vous allez trouver sur des mouti markets tout plein de trucs. Alors ça peut aller des crânes de vautour à des pattes de lion, en passant par du coup des plumes de ces espèces-là. Parce qu'il y a des pratiques de médecine traditionnelle avec les plumes de ces deux espèces-là, notamment de la bucorve du Sud, qui sont censées ramener la pluie. Parce que les croyances sur la bucorve du Sud, c'est de celle-là dont on va parler, on va laisser la bucorve d'Abyssinie un peu plus loin, on va parler de la bucorve du Sud aujourd'hui plus particulièrement. La bucorve du Sud en Afrique du Sud, le problème c'est que elle est liée dans les croyances à l'arrivée de la pluie. Alors c'est pas un problème si on parle de croyances, si on parle de folklore, c'est très intéressant à étudier d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien beaucoup toutes ces petites histoires-là, tous ces contes, tout ce genre de choses, mais le problème, c'est que du coup, pour les chamans, ça veut dire que c'est un oiseau qu'on va pouvoir utiliser pour faire venir la pluie pour les récoltes. Donc certains morceaux de l'oiseau, notamment les plumes, sont utilisés dans des rituels pour faire venir la pluie. Alors je connais pas exactement les rituels en question, j'y ai pas participé moi-même et j'avoue que ça m'intéresse moyen. Mais en gros, voilà, c'est... Suivant la croyance sur cet oiseau, on pense que si on fait un rituel avec ses plumes, ça fait venir la pluie. Pourquoi? Parce que ces oiseaux, généralement en Afrique, ce qui se passe, c'est que lorsque les premières pluies arrivent, donc au début de l'été, hein, vous avez 2 saisons en Afrique du Sud, vous avez la saison hivernale qui est très très sèche, alors il n'y a quasiment pas de pluie, il n'y a rien, et puis vous avez l'été, où là par contre vous allez avoir 6 mois de pluie. C'est pas vraiment une mousson, mais disons que la pluie arrive seulement en été quand il fait chaud, donc ça va être chaud et humide. Et ces oiseaux-là vont commencer à se reproduire en début d'été, printemps, quand les pluies arrivent, parce que c'est là où il y a de la nourriture qui va être la plus abondante pour eux pour la reproduction, donc c'est normal. Du coup, ces oiseaux-là arrivent au début du printemps, début de l'été, juste quand il y a les pluies qui sont là. Et bah voilà, c'est une grosse coïncidence, enfin c'est pas vraiment une coïncidence, du coup il y a une relation de cause à effet, mais du coup dans les croyances locales, c'est l'oiseau qui fait venir la pluie parce qu'il est toujours là quand il y a les premières pluies. Et bon, voilà. D'où médecine traditionnelle. Et bon, c'est un peu un problème. Donc toutes ces catégories de dangers pèsent sur ces oiseaux-là, et c'est pour ça que ces oiseaux maintenant sont classés comme vulnérables. Je crois que la dernière classification en date c'était en 2018 sur ces oiseaux-là, donc je pense pas que la situation soit beaucoup améliorée pour eux. Depuis. Je pense qu'au contraire ça s'est plutôt dégradé, malheureusement. Niveau question, c'est quel lien pour le site? Alors pour le site, tapez dans la barre de recherche IUCN Redlist. Dans la barre d'adresse c'est iucnredlist toutattaché.org. Voilà, si vous voulez chercher ça. Hop, et comme ça vous pouvez aller voir le statut de plein d'espèces différentes, celles qui vous intéressent si ça vous tente. Alors attention, toutes les espèces n'ont pas été répertoriées, hein, c'est toujours un travail qui progresse chaque année, parce qu'il y a, notamment au niveau des espèces d'insectes ou des espèces de plantes, c'est très très long, c'est très très compliqué de faire tous ces assessments, donc ça prend un peu de temps. Et ils se sont principalement occupés des espèces les plus grosses, celles qu'on voyait le plus facilement, celles pour lesquelles il y avait déjà un intérêt de base. Donc tous les petits trucs, tous les petits insectes d'Amazonie, tout ce genre de trucs là, vous les trouverez pas forcément là-dessus, hein. Il y a que les trucs les plus gros qui vont y être. Mais au moins ça peut vous donner une idée. Vous pouvez chercher pour les oiseaux des jardins par exemple en France, ça peut vous donner une idée de ce qui se passe à cet endroit-là. Pour vous montrer un peu cette espèce-là autrement qu'en photo, je vais vous montrer juste 2-3 vidéos de ces bestioles-là, et notamment du son que ça fait, parce qu'ils ont un appel qui est vachement sympa, moi je trouve. Donc là vous avez un couple ici de bucorves du Sud. Alors chez les bucorves du Sud, la femelle va avoir la tête ici un peu rouge et va y avoir du bleu dedans.
et ça va être la marque des femelles en quelque sorte, et chez les mâles ça va être tout rouge. Donc là vous avez un couple, alors le mâle là on le voit pas trop mais la tête elle est rouge, et là vous avez ici une femelle avec du bleu très foncé, hein. Ouais, c'est presque noir mais bon on appelle ça du bleu, dans le rouge. Donc voilà, donc ça c'est des buccorves, donc ouais, c'est quand même des gros bestiaux, on est sur de la bonne bête. Et alors ce qui est très amusant avec ces animaux là, c'est que en fait ce sont des prédateurs, ce ne sont pas du tout des bestiaux qui vont manger des petites graines ou quoi. Voilà, ça c'est donc un mâle adulte qui a chopé pas n'importe quoi. Lui il a mangé un serpent, et alors c'est pas n'importe quel serpent, c'est ce qu'on appelle une puffader, c'est une sorte de vipère. C'est pas très long comme vipère, ça fait à peu près 70 cm, celle-là elle est pas énorme, elle doit faire 50 cm à peu près, vu la taille de l'oiseau, mais en gros c'est des animaux qui sont hyper dangereux. Ils mordent un humain, si jamais ça vous mord, vous avez à peu près entre 20 et 30 minutes avant de succomber, hein. Soyez clair là-dessus, vous avez intérêt à avoir de l'antivenin à proximité, et si vous n'en avez pas, un bon hôpital. Donc ça, lui là, il a décidé de se faire une vipère. Donc c'est des oiseaux qui mangent à peu près tout ce qui leur tombe sous le bec, vipères, scorpions, des gros insectes, on a des sortes d'énormes sauterelles aussi dans le coin, c'est pareil, ça mange aussi, voire même des petits mammifères, hein, des rats, des souris, des trucs comme ça, y a pas de souci. Ou alors des lézards, enfin tout ce qui est un peu carné et qui peut leur rentrer dans le gosier, ils avalent. Ils mangent aussi des œufs d'autres espèces, hein, d'autres oiseaux, sans aucun problème, des poussins, des lièvres, des tas de trucs comme ça. Donc ça c'est quand même assez hardcore comme oiseau. Je trouve que c'est assez... Ça n'a pas grand chose à envier aux serpentaires, vous savez, le fameux oiseau qui mange les serpents et qui tape dessus avec ses pattes là. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces bestioles là, je les trouve terribles. Et puis ils ont toujours ces grands cils là au-dessus des yeux qui sont assez incroyables. Et qui les aident notamment à se protéger des sortes de tempêtes. Alors c'est pas des tempêtes, si c'est un peu des tempêtes de sable, mais il y a souvent du vent et du sable. Et du coup ces grands cils là, ça aide à protéger un peu de la poussière qui pourrait rentrer dans l'œil. Vu que chez les oiseaux, vous le savez, ils se basent beaucoup sur la vue pour plein de choses, et notamment eux, pour chasser, ils se basent sur la vue. Donc c'est très important pour eux. Hop, on ébouriffe les plumes et on va bien. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de ce que c'est comme animal. Moi je trouve ça génial comme bestiau. Ah oui, une petite idée aussi de à quoi ça ressemble dans la nature. Juste un truc aussi, c'est des oiseaux qui sont particulièrement intelligents et qui vivent en groupe. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Mais ce sont des oiseaux qui en fait ne sont pas matures sexuellement très jeunes. Donc normalement, dans un groupe d'oiseaux, dans un groupe de buccorves, vous avez un peu comme, on va simplifier beaucoup, mais on va dire un peu comme chez les loups, vous avez un couple alpha et vous avez des aides à côté. Alors les aides, c'est généralement des jeunes mâles qui ont entre 1 et 7 ans, qui sont pas encore matures sexuellement, parce que ces oiseaux-là, ils sont matures seulement à partir de 7 ans, donc généralement ils commencent leur première repro vers 10 ans, plus ou moins. Avant, non. Donc ça, c'est des oiseaux qui vivent très longtemps, ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans, et qui sont matures seulement vers 7 ans. Et donc dans le groupe, ils vivent en groupe, ils communiquent beaucoup, ils sont très intelligents, et dans le groupe, donc vous avez cette femelle et ce mâle alpha qui vont se reproduire tous les ans, qui vont avoir 2 œufs, mais un seul poussin. C'est un peu comme chez certains aigles où vous allez avoir le choix seulement d'un poussin parmi les deux, donc le plus fort des deux. Et l'autre va être mangé par son frère, généralement. Oui, c'est un peu hardcore, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc dans le groupe, vous allez avoir une femelle dominante, un mâle dominant et des jeunes. Alors là par exemple vous avez ici un jeune, ça c'est un jeune de l'année précédente, alors ça se voit parce qu'ils n'ont pas la face rouge, c'est pas encore rouge sur la tête, là c'est des adultes, enfin des adultes, disons qu'ils ont quelques années déjà, mais les petits jeunes qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans même, ils n'ont pas encore la gorge bien rouge, et vous les voyez assez facilement, ils ont l'air d'être tout noirs comparés aux autres.
Donc ça, c'est des petits jeunes de l'année. Ce qui se passe aussi, c'est que chez ces oiseaux-là, en fait, la femelle dominante ne va pas vouloir que d'autres femelles soient présentes dans le groupe. Donc si jamais elle donne naissance à une femelle cette année-là, et ben la femelle en question ne va rester qu'1 an avec ce groupe jusqu'à se faire mettre dehors par la femelle dominante, qui va du coup lui dire va te chercher ton groupe, dégage, je veux pas de concurrente. Et bon, ça permet aussi de pas avoir trop de consanguinité dans un groupe, parce que du coup vous avez qu'une seule femelle, et voilà, ça évitera d'avoir des problèmes de consanguinité derrière pour se reproduire avec. Mais bon, c'est pas top pour la jeune femelle qui du coup doit se débrouiller pour trouver un autre groupe où il n'y a pas de femelle, pour pouvoir ensuite se reproduire. Donc là vous voyez c'est des mâles, quasiment tous, à part une qui va être la femelle. Alors là je vois les 2 mâles, je vois pas de femelle. Un petit truc à noter aussi, ils sont pas totalement noirs, ils ont un peu de blanc sous les ailes. Alors j'en avais parlé un peu dans la vidéo sur les plumes. Des couleurs comme ça qui sont cachées en temps normal, notamment du blanc. Donc cachées sous les ailes, cachées sous des plumes du cou par exemple, cachées sous des choses où en fait l'oiseau ne les montre pas la plupart du temps. C'est des choses qui vont servir au signalement. Donc ça par exemple, ces miroirs blancs là sur les ailes qui vont être très visibles lorsque l'oiseau va ouvrir les ailes, ce sont des plumes qui vont servir au signalement de ces animaux-là, pour communiquer entre eux. Alors ça peut être pendant la parade nuptiale, ça peut être pour se dire dégage, ça c'est mon coin, ou alors ça c'est mon bout de viande, au choix. Mais voilà, donc ça c'est la communication, ces plumes blanches en dessous des ailes. Bah là vous les avez vues là, quand ils sautaient de la branche, voilà, il y a un petit bout de blanc au bout des ailes. Donc ça c'est pour la communication. Donc voilà, donc c'est des oiseaux qui vont vivre en groupe comme ça. Et lorsque les jeunes poussins des années précédentes, donc les mâles, hein, les femelles elles restent pas avec le groupe, mais les mâles des années précédentes vont être assez grands, vont atteindre 6-7 ans, ils vont quitter ce groupe et ils vont aller essayer de fonder leur propre groupe, de se trouver une femelle, et puis voilà. Ils vont être arrivés à maturité sexuelle. Alors ça se fera pas tout de suite, hein, comme je disais, la repro ça a commencé vers leurs 10 ans seulement, faut le temps qu'ils trouvent une femelle et qu'ils trouvent un territoire pour s'y installer, un endroit où faire leur nid. Et voilà, donc là ici dans ce groupe par exemple vous avez un petit jeune ici, il était pas... Là ici on le revoit. Vous voyez la coloration commence seulement à arriver, donc il a peut-être 2-3 ans celui-là. Voilà, pas plus. Donc c'est des oiseaux qui sont particulièrement intelligents, vous pouvez leur apprendre des tas de trucs. Je sais que j'en ai fait pas mal avec les miens. Ça a toujours été très chouette. D'autres questions entre deux. Est-ce que ça se gère bien en captivité pour la réintroduction? Ah bah justement, on va en parler. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un des programmes de conservation qui est basé donc en Afrique du Sud et qui a décidé d'essayer d'aider la Bucorbe du Sud, donc cet oiseau-là, celui-là avec la poche rouge. Donc ça s'appelle le Mabula Grand Hornbill Project. Voilà, donc ça c'est le Mabula Grand Hornbill Project. Ils font plein d'actions de conservation différentes. Et moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir un petit peu en quoi ça consiste et est-ce que ça marche vraiment. Après tout, on a en droit de se poser la question. Alors, le Mabula Grand Hornbill Project. Alors, je vais vous traduire un peu tout ça. Donc en gros, ça explique ce que c'est qu'un Grand Hornbill. Il est possible que je me trompe avec Hornbill et Calao terrestre de temps en temps, autant pour moi. J'ai plus l'habitude de bosser avec les noms anglais ici, hein, donc je m'excuse par avance, je vais essayer de dire Bucorbe au maximum. Donc, toutes les actions de conservation que ces gens font sont résumées ici. Donc vous avez, vous n'en avez pas qu'une seule, clairement. Et je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça. Ces gars-là, en fait, ils font plein de trucs. Ils font à la fois des actions de conservation qu'on dit in situ et des actions de conservation qui se disent ex situ. Alors, je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo où on parlait de conservation compassionnelle, mais en gros, vous avez 2 grands types de conservation. Vous avez le in situ et vous avez le ex situ. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Très simple. In situ, c'est des actions de conservation qui vont se passer sur le site même de répartition de l'espèce. Donc en gros dans la forêt, pour les hornbills, là ça va être là où ils se reproduisent, sur leur territoire même, donc dans la nature. Les actions de conservation ex situ, ça va être des actions qui vont se produire, cette fois-ci pas sur leur aire de répartition habituelle, ça va être des actions qui vont se produire
En captivité, donc mettons par exemple dans des zoos, des aquariums, dans des parcs animaliers, dans des endroits voilà, en captivité où on a un environnement qui est géré par l'homme. Ça veut aussi dire que ça peut se produire dans certaines réserves naturelles qui ne sont pas de base des endroits où l'espèce était, mais qui peuvent être des endroits où on va mettre ces oiseaux-là, peut-être en attendant pour les faire se reproduire ou plein de choses. De voir un point de contact entre les deux populations, est-ce que les deux couleurs se mélangent ou bien ils ne sont absolument pas compatibles? Alors, ils ne sont pas compatibles, vous pouvez pas mélanger un bucorve du Sud et un bucorve d'Abyssinie, parce qu'ils vont pas se reconnaître comme faisant partie de la même espèce. Ils sont différents au niveau du physique, comme je vous l'ai dit. Donc les femelles de bucorve d'Abyssinie ont par exemple la gorge complètement bleue, ce qui n'est pas le cas de celle des bucorves du Sud, et les mâles de bucorve d'Abyssinie ont la tête qui est à moitié bleue, à moitié rouge, et les bucorves du Sud, les mâles, ont la tête complètement rouge. Dans la majorité des cas, parce qu'évidemment il y a des différences de temps en temps sur les individus, mais en gros c'est ce qui va se passer. Donc ce qui va se passer aussi, c'est que vous avez un casque différent. Là par exemple le casque, c'est cette partie-là cornée qu'on a au-dessus du bec. Vous avez une espèce d'excroissance sur le dessus du bec, et très différent chez les deux espèces. Donc là, chez l'espèce Abyssinie, vous avez un casque qui est quand même assez grand, et chez l'espèce ici de bucorve du Sud, le casque par contre est tout petit, même chez les mâles. Souvent on a la différence mâle-femelle avec un casque plus grand chez les mâles et plus petit chez les femelles pour pas mal d'espèces, mais là, pour celui-là, ça change pas entre mâle et femelle au niveau du casque. C'est plus ou moins pareil. Donc non, les deux espèces ne se reproduisent pas ensemble, même en captivité, ça ne marche pas. Pour continuer sur les programmes donc de conservation, donc vous avez ex situ, in situ, comme on l'a vu maintenant. Alors, les programmes qui vont être in situ, qu'est-ce que ça va être par exemple les programmes in situ? Donc sur le site de l'espèce, ça va être, mettons, de la conservation du milieu. Donc on va par exemple créer une réserve naturelle à cet endroit-là pour préserver l'aire de répartition où on trouve ces animaux-là dans la nature, pour être sûr qu'ils puissent conserver leur territoire et qu'ils puissent continuer à se reproduire à cet endroit-là, sans être dérangés pour autant. On va pouvoir essayer par exemple de transformer une zone qui avait été utilisée comme développement pour une ville. Par exemple, mettons qu'on y avait mis un parking, et ben on va peut-être essayer de virer le parking et de remettre un environnement naturel à cet endroit-là pour essayer de faire revenir des espèces qui étaient endémiques du coin précédemment. On va... je sais pas moi, on va peut-être mettre en place toute une action de gestion des espèces invasives, par exemple, pour donner plus de place aux espèces qui sont locales et qu'on a envie de conserver. Ça peut être tout ça, c'est des actions de conservation qui vont se passer in situ, donc sur le site même de l'espèce. Puis après vous avez les actions de conservation qui vont se passer ex situ, qui elles vont être des actions comme par exemple de la reproduction en captivité pour du relâcher derrière. Ça c'est ex situ, parce que vous êtes obligé de prendre les animaux et ensuite de les faire se reproduire en captivité pour ensuite relâcher les petits dans la nature. Donc ça c'est du ex situ, vu que vous allez prendre les animaux et les enlever de leur aire de répartition pendant même un temps, hein, mais au moins vous les enlevez de là. Donc l'action ne se passe pas sur le site directement. C'est des exemples, hein, mais après il y en a plein d'autres. Mais c'est juste histoire de vous donner 2-3 exemples de comment ça fonctionne à peu près. Et donc pour ces oiseaux-là, il y a plein d'actions différentes qui ont été... Enfin, ceux-là plutôt. Il y a plein d'actions différentes qui ont été entreprises. Pour commencer, je pense qu'on va commencer avec les actions de conservation ex situ. Alors, juste aussi un petit truc, quand vous faites de la conservation, c'est super important de coupler ex situ et in situ. Pourquoi ? Parce que, mettons par exemple que vous faites de la repro, vous prenez des animaux dans la nature, vous prenez ces hornbills là, vous les mettez en captivité, vous les faites se reproduire. Et puis après vous décidez de les relâcher. Ah, c'est vachement bien, c'est très bien, ok, bravo. Problème, vous les relâchez où ces animaux ? Vous les relâchez dans un endroit où il y a eu un récent développement d'une ville à côté, vous les relâchez dans un endroit où les gens peuvent venir les tuer pour aller les amener au multi-market pour faire de la médecine locale. Enfin, vous avez plus, si vous n'avez pas couplé ça avec une action in situ, vous n'avez pas d'endroit où relâcher ces animaux sans qu'il y ait un danger pour eux derrière. Donc c'est pour ça que pour moi, les actions de conservation in situ et ex situ ne sont pas mutuellement exclusives, au contraire,
il faut qu'elles travaillent ensemble parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à bien gérer la conservation d'une espèce si on travaille pas à la fois en ex situ et en in situ. Donc pour cela, ça a été assez bien géré pour l'instant. Je sais pas dans le futur ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est pas trop mal. Et c'est pour ça que ça fait un bon exemple pour vous en parler, parce que justement, il y a les deux. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cela. Qu'est-ce qu'on a comme action de conservation plus spécifiquement avec cela? Alors avec ces animaux-là, ce qu'on va avoir, c'est tout d'abord une action de conservation ex situ. Donc pour cela, ce qui va se passer, c'est que on a pris des animaux qui étaient dans des zoos, par exemple, des animaux qui étaient dans des parcs animaliers, et on les a fait se reproduire, pour avoir des œufs, des poussins. Ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été d'aller chercher directement dans la nature des œufs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ces oiseaux-là, ils pondaient tous les ans 2 œufs, mais qu'il n'y en avait qu'un seul qui survivait et qui était amené à maturité par les parents. Pourquoi? Parce que dans le cas où il y a, un peu comme chez les aigles, un des poussins qui est pas viable, ou alors qui est un peu plus faible que l'autre, et ben c'est celui qui est le plus en forme qui va prendre le relais, et qui du coup, ça va opérer une sorte de sélection, un peu sur celui qui sera le plus apte à survivre, et ça va permettre qu'il y en ait au moins un qui survive, parce que les parents n'ont pas forcément la capacité d'amener 2 poussins à maturité. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de nourriture, beaucoup de ressources, bref, plein de choses qu'ils n'ont pas forcément en quantité, et donc c'est difficile pour eux d'amener 2 poussins à maturité. Donc, pour la conservation, on va jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on va récupérer un des 2 œufs, vu que de toute façon il y en a un des 2 qui est condamné à mourir par les parents, on va vérifier que les 2 œufs sont viables, et on va en récupérer un des 2. On en laissera un aux parents, pour la population sauvage, qui vont donc élever naturellement, normalement, et on va en prendre un en captivité qu'on va élever, nous, comme 2e poussin. Donc ça veut dire que ce couple qui aura pondu 2 œufs et qui normalement n'aura pu ramener qu'un seul poussin à maturité, cette année-là, il va pondre 2 œufs et il va ramener 2 poussins à maturité, même si nous, on sera un petit peu impliqués dans le processus. C'est pas seulement les parents dans ce cas-là, c'est nous aussi, mais bon, bref. Donc ça veut dire qu'en fait, on double la quantité de poussins qu'on peut avoir en un an grâce à ce phénomène-là. Donc ça, par exemple, c'est une action de conservation qui va être ex situ, donc qui va pas être sur le site de l'espèce même. Une fois qu'on a ces poussins-là, qu'on les a élevés, qu'on les a amenés plus ou moins à maturité, après on pourra les relâcher plus tard. Une autre action de conservation, ça va être la protection des réserves naturelles. Alors, en Afrique du Sud, vous avez pas mal de réserves naturelles, vous avez pas mal de parcs aussi, alors j'ai pas trop d'images ici, mais en gros, cette partie-là, vous allez avoir le Kruger, le parc de Kruger ici, qui va être un grand parc protégé, où on essaie d'avoir pas trop de chasseurs et pas trop de... Pas des chasseurs encore, ça va, c'est réglementé, mais pas trop de braconniers surtout. Parce que il y en a pas mal en Afrique du Sud, des braconniers. Et on va pouvoir les relâcher dans cette zone-là, en tout cas, qui fait partie de l'aire de répartition normale, mais qui du coup va être protégée par des réserves naturelles pour éviter que trop de personnes y mettent les pieds et ne dérangent les oiseaux. Donc ça va être des actions qui vont être effectuées in situ, et donc qui sont effectuées sur place en Afrique du Sud pour qu'on puisse protéger ces populations d'oiseaux, et puis toutes les autres espèces qui vivent avec elles aussi. C'est important de protéger à la fois l'animal et son environnement. Une autre action de conservation qui va être effectuée avec ces oiseaux-là, ça va être la construction de nids. Alors il me semble qu'ils avaient un truc là-dedans. Ils ont fait des sortes de nids artificiels ici, qui vont pouvoir mettre en place pour les hornbills. Alors, il y a tout un truc qui est rentré dans le design, bon c'est pas super intéressant, ce qui est surtout intéressant c'est pourquoi ils ont fait ça. Et bien ils ont fait ça parce que, en fait, dans la nature, ces oiseaux-là nichent normalement dans une grande cavité, au sommet d'un arbre de préférence, sauf que tous les grands arbres, du moins beaucoup des grands arbres en Afrique du Sud ont été coupés pour récupérer le bois, pour en faire plein de choses. Il y a tout un commerce du bois et des essences rares notamment. Donc en fait, ils n'ont plus vraiment d'endroit où faire leur nid. Et c'est un gros problème parce que si vous proposez pas à ces espèces un endroit pour faire leur nid, ils pourront pas nidifier et donc derrière ils pourront pas avoir de poussins. Et votre population risque de diminuer d'autant plus. Donc ça a été un moyen ici de faire en sorte que ces populations sauvages puissent avoir des nids dans lesquels nidifier. Puis ça permet aussi de rajouter dans le nid tout un appareillage
qui va permettre de faire un peu de monitoring, donc vérifier la température à l'intérieur du nid, mettre une petite caméra pour voir comment ça se passe, enfin bref, plein de choses comme ça, qui permettent donc de suivre comment ça se passe dans le nid en temps réel, et ça c'est vachement chouette. D'ailleurs, à ce niveau-là, fallait que je vous montre ça. Les hornbills, je vous ai dit, ils sont très intelligents, et ils savent très bien ce que c'est quand il y a des trucs qui sont à côté du nid qui devraient pas y être. Donc ça c'est un papa hornbill, à côté d'un nid. Alors vous voyez ici le nid, c'est l'espèce de cavité. Alors c'est un nid artificiel là aussi, c'est une autre forme de nid artificiel qu'elle a mis en place. Ils en ont fait plein de types différents pour essayer de voir ce qui fonctionnait le mieux. Et donc là c'est papa hornbill qui est là en train de faire des vocalisations à côté du nid. Donc, vous voyez l'autre à l'intérieur. Et là il vient de se rendre compte qu'il y avait un petit truc qui fait bzz bzz à côté. Là vous voyez d'ailleurs la maman avec la poche un peu bleue. Et voilà, et pong, à l'attaque. Et en fait, il va la détruire la caméra. Il va complètement la détruire. Faut savoir que ces oiseaux-là, ils ont un bec qui est super puissant. Je connaissais une fille qui travaillait dans un zoo et qui avait dû rentrer dans l'enclos de ces oiseaux-là. Voilà, donc la caméra HS. Et donc, un jour, elle était rentrée dans l'enclos de ces oiseaux-là et il devait être mal luné ce jour-là, je sais pas, il y a eu un problème, il y a un truc, mais en tout cas ce jour-là, le mâle a décidé de l'attaquer. Et quand ils attaquent ces oiseaux-là, ils font pas semblant. Et la fille en question s'est retrouvée à l'hôpital, au service notamment de chirurgie esthétique après, parce qu'il a fallu reconstruire les pommettes, reconstruire le visage, bref. Ces oiseaux-là, ils font 1 mètre de haut, et c'est des bons dinosaures, hein. On est d'accord que ça, si ça a décidé de t'attaquer, c'est un peu dangereux quand même. Donc là, la caméra, elle fait pas le poids. Donc le principe d'avoir un nid comme ça qui est fait exprès, ça va permettre aussi d'y cacher ce genre de petits trucs à l'intérieur pour que les oiseaux les repèrent pas, et que du coup on puisse avoir des images, des photos, des vidéos sans détruire le matériel trop, au maximum. Voilà, donc c'est un peu le principe aussi du nid en question. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actions de conservation qui ont été faites là-dessus? Vous avez évidemment tout un studbook qui a été mis en place. Alors, le studbook, c'est quoi? Le studbook, c'est un recueil entier de tous les animaux d'une espèce qui sont en captivité. Donc, vous allez écrire là-dedans qui est parent avec qui est papa de qui est maman de qui, c'est qui les grands-parents, etc. Et le but, c'est d'avoir une vue complète de tous ces animaux que vous avez en captivité pour savoir si vous avez de la consanguinité ou pas. C'est vraiment ça le principe. C'est pour pouvoir gérer votre population captive pour éviter qu'il y ait des problèmes derrière. Donc ça a été mis en place aussi, c'est très important. Évidemment, il y a de la recherche qui est faite sur tout ça aussi. Ça vient toujours avec les programmes de conservation. De toute façon, il y a toujours de la recherche. Un peu d'éducation qui est faite aussi, c'est important. Ils ont fait des programmes éducatifs aussi pour les enfants et pour les écoles du coin, pour essayer de leur apprendre que bah non, on n'allait pas tuer les bucorves pour aller faire de la médecine traditionnelle, non, ça marche pas. Non. Au contraire, on va essayer d'encourager de continuer à encourager cette vibe un peu nature chez les enfants pour leur regarder, c'est fantastique ce que vous avez à proximité, enfin faut les préserver, faut les conserver, faut pas les tuer. Donc voilà, ça fait aussi partie des programmes de conservation, de l'éducation, c'est très important aussi. Et puis il y a tout un programme qui est, voilà ici, Custodianship Program, qui va cette fois-ci encourager les gens qui sont sur le terrain, qui ont des terres sur place, à ne pas tuer ces oiseaux-là aussi. Donc c'est pareil, c'est de l'éducation, c'est de la mise en place de moyens pour les aider à faire en sorte qu'ils comprennent comment fonctionne l'espèce pour que ils essaient de vivre avec. Donc c'est tout le principe du vivre ensemble. Donc c'est très important aussi. Tous ces programmes de conservation doivent inclure tout ce genre de choses pour que ça fonctionne. Au final, sinon ça ne marche pas. Les animaux élevés puis relâchés ne sont pas trop imprégnés par l'homme. Oula, il y en a qui prévoient la suite déjà, attention. Non, effectivement. On va en parler juste maintenant parce que je voulais parler après du processus de comment ça marche dans les faits. C'est bien beau de parler de tous ces programmes et de tous ces projets, mais dans les faits, comment ça marche. Et donc on va voir ça en détail, justement pour éviter ce genre de trucs.
Est-ce que on a la trace d'une aire de répartition plus étendue à l'échelle du continent pour profiter d'autres parcs en dehors de leur zone, mais où ils pourraient être réintroduits? Il y a quelques fossiles de bucorves qui ont été retrouvés. Alors il me semble qu'il y en a un qui avait été retrouvé hors Afrique aussi. Attends. Voilà, donc ça c'est les fossiles qui ont été retrouvés ici. Donc il y en avait un ici, donc en Afrique du Nord. Vous en avez un là qui est dans l'aire de répartition actuelle de la bucorve d'Abyssinie, et un qui est beaucoup plus haut ici. On va retrouver au-dessus de la Méditerranée cette fois-là. Donc ça devait certainement être ici l'aire de répartition originelle des espèces qu'il y avait à l'époque. Donc ça c'est beaucoup plus récent, vous le voyez ici, c'est dans l'aire de répartition actuelle, mais ces deux-là sont beaucoup plus anciens. Donc ça c'est l'aire de répartition qu'il y avait précédemment. Je crois pas que ce soit exactement la même espèce par contre. Donc je pense pas que, vu les conditions climatiques dont ces espèces ont besoin, qu'on puisse les réintroduire au-dessus de cette aire de répartition. Là vous avez vraiment ici une limite qui fait, niveau climatique, qu'aujourd'hui on pourrait pas les réintroduire au-dessus, les conditions ne leur vont pas. C'est des oiseaux qui ont besoin d'humidité, un petit peu quand même, mais qui ont aussi besoin de beaucoup de chaleur. Donc c'est pour ça qu'ici, celui-là va être réintroduit, va avoir une répartition ici qui va être plus ou moins autour de l'équateur, et puis vous avez celui-là qui va être un petit peu moins sujet au problème d'humidité, parce qu'il peut tolérer des températures assez froides, comme vous le voyez ici, pour son aire de répartition qui va ici quasiment à la pointe ici de l'Afrique. Mais qui quand même aura besoin d'une certaine chaleur, notamment pendant l'été, d'une certaine humidité, ce que ici vous n'aurez pas au-dessus de la Méditerranée. Donc à mon avis ça va être compliqué de les réintroduire là. Là vous aurez pas mal de chaleur mais pas énormément d'humidité par contre, et je pense que les conditions climatiques du coup ne sont pas adaptées à ces espèces-là. Donc malheureusement pour l'instant on n'a pas vraiment d'autres zones pour les réintroduire. Donc on va se baser principalement sur leurs aires actuelles de répartition plutôt qu'autre chose. Sachant que dans leurs aires actuelles de répartition, il y a encore beaucoup d'endroits qui ne sont pas protégés. On peut en faire des réserves naturelles, on peut faire des parcs, on peut faire ce que vous voulez. Il y a plein d'endroits où on pourrait faire ça. C'est juste qu'en Afrique, pour l'instant, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas protégés. Il y a beaucoup d'endroits ici qui sont en fait des fermes. Sur lesquels ces animaux vont quand même aller trouver à manger, aller trouver ce genre de choses. C'est pas des endroits protégés, hein. Donc il y a plein d'endroits qu'on pourrait transformer en trucs protégés si on voulait vraiment. Est-ce que ça vaudrait le coup de les introduire dans les parcs en dehors de l'aire de répartition actuelle? Ils sont déjà pas mal dans des zoos et des aquariums de par le monde. Dans plusieurs endroits, vous en avez notamment en Amérique du Nord, si je me souviens bien, où on en voit quelques-uns qui ont été... qui sont en captivité hein, et qui se reproduisent là-bas. Mais du coup, ça nécessite de réguler les environnements ou alors d'avoir des chauffages d'appoint pendant l'hiver ou ce genre de choses. Donc on peut pas les mettre partout non plus. Quand on les met en captivité, il faut vraiment faire gaffe aux conditions climatiques pour que l'espèce se sente le mieux possible. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est intéressant de faire le tour des programmes comme ça, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir comment ça se passe dans les faits. Travailler avec des oiseaux comme ça, comment ça se passe au jour le jour? Comment on fait ces programmes de conservation au jour le jour? Comment on arrive à élever ces oiseaux en captivité et après à les relâcher? Comment ça marche? Vous allez me dire, c'est facile en fait. Tu nous l'as dit tout à l'heure, on prend les poussins, on prend les œufs, on les élève, et puis après, une fois qu'ils ont 3 mois, ils sont à taille adulte, on les garde peut-être quelques semaines en plus pour qu'ils s'habituent un peu, et puis hop, dehors. C'est pas si simple. Si seulement c'était aussi simple. En réalité, ces oiseaux-là, le problème c'est que c'est des oiseaux qui vivent en groupe et qui sont particulièrement intelligents. Tous ces oiseaux qui vivent en groupe, vous pouvez pas juste décider de les relâcher comme ça tout seul dans la nature, ça ne marchera pas, vous allez être obligé de faire en sorte qu'ils soient intégrés à un groupe. Alors l'intégration à un groupe, comment ça se passe? Mettons vous avez élevé votre petit zozio, et vous vous dites, maintenant, je veux faire en sorte qu'il appartienne à un groupe. Bon, alors comment est-ce que je fais ça? Vous allez essayer de faire ce qu'on appelle une introduction. Alors, une introduction c'est quoi? C'est comme nous quand on fait une introduction, salut, je m'appelle Sophie, c'est ça une introduction en quelque sorte. C'est vous allez faire en sorte que les animaux puissent se rencontrer sans qu'ils s'agressent, sans qu'il y ait trop de casse. Parce que les animaux, et notamment ces animaux sociaux, c'est un peu comme nous, c'est que des fois, ils s'entendent pas bien les uns avec les autres. Parce que vous et moi, on sait très bien, il y a des gens avec qui le courant ça passe, et puis il y a des gens avec qui le courant ça passe pas du tout. On n'est pas potes du tout. Ça marchera pas, quoi que vous fassiez, on sera jamais potes. Bah les oiseaux c'est pareil. Et notamment les bucorves.
Il y a des bucorves qui sont très potes avec d'autres bucorves, et puis il y a des bucorves, les mêmes oiseaux, par contre, eux, ils les détestent. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez, vous prenez votre petit poussin, là, que vous avez élevé pendant 3 mois, tout fraîchement sorti du nid, et puis vous le mettez comme ça, paf, dans un enclos avec d'autres bucorves en disant « Vas-y, fais-toi des potes !» Ce qui va se passer, c'est soit vous avez beaucoup de chance, mais alors beaucoup de chance, et les bucorves dans l'enclos, ils l'accueillent et ils l'apprécient et ça se passe très bien. Et l'introduction se passe formidablement bien, et ça y est, il est intégré, il fait partie du groupe et ils sont meilleurs potes pour la vie. Nickel! Sauf que souvent ça se passe pas comme ça. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est une introduction en plusieurs parties. Donc d'abord, vous allez construire 2 enclos. Il va y avoir le premier enclos où vous allez mettre le groupe, dans lequel vous voulez introduire le jeune, et puis il y a le deuxième enclos qui va être juste à côté, mais qui va être séparé de manière à ce que les oiseaux d'un enclos ne puissent pas toucher aux oiseaux de l'autre enclos. Et dans ce deuxième enclos, vous allez mettre votre poussin. Et votre poussin, comme ça, il va pouvoir voir les oiseaux du premier enclos, mais il va pas pouvoir se faire attaquer par les oiseaux du premier enclos. Parce que ce qui va se passer aussi, c'est que si vous mettez votre poussin directement avec le groupe auquel vous voulez introduire, eh bien, si jamais ce groupe n'accepte pas votre oiseau, ils vont vouloir le jarter. Et ils vont vouloir le jarter de leur territoire. Sauf qu'en ce moment, le territoire, c'est l'enclos. Et l'enclos, les oiseaux, ils peuvent pas en sortir. Donc pour ce jeune poussin, qui maintenant doit essayer de sortir de ce territoire parce que le groupe lui dit « mais dégage, on ne veut pas de toi !» et qui ne peut pas sortir du territoire, il n'a pas d'autre solution que de rester sur place. Parce qu'il peut pas, c'est fermé. Sauf que le groupe, lui, il le comprend pas comme ça. Et donc il va arriver un moment où le groupe va attaquer le poussin parce que le poussin n'a visiblement pas compris qu'il devait dégager. Voilà, et donc ça va se terminer en drame. C'est pour ça qu'on va construire 2 enclos, c'est pour ça qu'on va construire un premier enclos dans lequel vous allez mettre le groupe, un deuxième enclos dans lequel vous allez mettre le poussin, et vous allez être sûr de bien les séparer pour que, voilà, ils ne se rencontrent pas avant que vous puissiez déterminer vous-même que, effectivement, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre, même à travers un grillage, que, bon, ça a l'air de bien se passer, qu'ils sont pas en train de s'attaquer, et que tout va bien. Voilà. Donc ça c'est... Vous voyez déjà tout le problème qu'on a de base avec l'introduction d'un animal, d'un poussin, que vous avez élevé à la main, dans un groupe d'autres oiseaux. Bon déjà, ça c'est une grosse étape qui est pas facile à faire. Donc votre but, quand vous avez des poussins, c'est de les introduire donc dans ces autres groupes d'oiseaux pour qu'ils puissent former une petite famille, en quelque sorte, pour qu'ensuite vous puissiez les relâcher. Sauf que, pour former ces petites familles, donc vous allez mettre vos poussins dedans, il va falloir qu'il y ait des adultes qui connaissent déjà l'extérieur, pas seulement la captivité, qui puissent trouver leur nourriture par eux-mêmes, qui puissent, par exemple, trouver, je sais pas, des serpents, des scorpions, des machins, qui sachent comment chasser, qui sachent se débrouiller pour la repro, enfin bref, des adultes qui puissent prendre le groupe et dire voilà, maintenant on va enseigner aux petits jeunes comment ça fonctionne. C'est ça que vous voulez dans un groupe, c'est-à-dire que vous voulez avoir des adultes expérimentés et des petits jeunes qui vont aider et qui, en aidant, lors de la repro, lors de la recherche de nourriture, de tout ce genre de choses, vont apprendre eux-mêmes à se débrouiller tout seuls. Ça, c'est super important. Pour constituer ce groupe-là, vous allez avoir besoin de 2 adultes. Vous allez avoir besoin d'un mâle et d'une femelle adulte, préférablement un couple qui a déjà été formé. Soit vous allez les récupérer dans la nature, ces 2-là, qui vont être un couple que vous allez prélever directement dans la nature. Alors ce que vous allez pouvoir faire dans ces cas-là, c'est que vous allez pouvoir prendre un couple qui, par exemple, essaie de chercher un territoire. Mettons que ce sont des oiseaux qui sont encore jeunes, mais qui ont appris avec d'autres et qui se sont émancipés d'un autre groupe, que du coup vous allez pouvoir récupérer vous, parce qu'ils ne sont pas encore fixés sur un territoire, et vous allez les prendre en captivité pendant quelques années, rajouter 2-3 poussins à ce groupe-là pour que ça fasse un groupe un peu plus gros, avec suffisamment d'individus pour qu'ils puissent survivre le jour où vous allez les mettre dans un nouvel environnement dans la nature, et seulement à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir essayer de leur trouver un nouveau territoire. Pour cela, vous allez chercher un endroit, soit parmi l'aire de répartition habituelle de ces oiseaux-là, donc mettons un territoire qui est inoccupé, parce que peut-être qu'il y avait un groupe là avant, et puis qu'il n'y est plus, parce qu'il a migré, parce qu'il a bougé, parce que je ne sais quoi, ou un territoire qui ne faisait pas partie de base de leur territoire historique en quelque sorte, mais qui contient
toutes les conditions pour que ces oiseaux-là puissent se reproduire correctement et que la population survive. Parce qu'évidemment, votre but final, et ça c'est vrai pour tous les programmes de conservation, comment est-ce qu'on détermine qu'un programme de conservation est un succès? Et on le détermine par le fait que ces oiseaux que vous avez réintroduits dans la nature se sont reproduits et ont eu une descendance qui a réussi à être menée à terme. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une deuxième génération qui a été élevée dans la nature par ces oiseaux que vous avez relâchés. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que vous allez déterminer que votre programme de conservation il a réussi ou non. C'est si vous avez de la reproduction dans la nature à partir de ces oiseaux-là. Et seulement à partir de là, vous direz ok, mon programme de conservation il a réussi. Parce que si vous avez, mettons vous avez relâché vos animaux, vous avez mis votre groupe d'oiseaux dans la nature, bon ok, mettons qu'ils ont survécu les premiers mois. C'est pas si mal, mais si après ils ont pas survécu passé la première année et que du coup ils se sont pas reproduits, tous les efforts que vous avez fait en amont pour élever ces oiseaux, pour faire en sorte de constituer un groupe, pour ensuite les relâcher, en fait ils ont servi un peu à rien parce que derrière vous n'avez pas augmenté la quantité de population de ces animaux-là. Donc votre programme de conservation il n'a pas réussi en fait. Donc vous voyez que c'est pas si simple, c'est pas aussi simple de se dire en fait je vais juste élever un truc et puis après on va l'amener à l'âge adulte là et puis après on va le relâcher et puis il va être bien, on va être bon. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement si c'était aussi simple ce serait chouette. Donc vous avez toutes ces petites étapes qui sont mises en place pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Donc en fait, si on résume bien toutes ces étapes, la durée nécessaire à ce qu'un groupe d'oiseaux parte de l'état d'œuf ou de poussin, mettons, pour ensuite être relâché, donc la durée du programme par oiseau, en quelque sorte, ça va s'étendre entre 2 ans, pour ceux qu'on arrive à intégrer un groupe qui était déjà formé, à 5-6 ans, pour ceux qu'on n'arrive pas à intégrer tout de suite et qui doivent attendre un petit peu pour qu'on leur trouve un autre groupe. Donc vous vous rendez compte que pour préserver ce genre d'espèce qui a tout un comportement social, qui n'est mature qu'à partir de 7 ans minimum, hein, généralement c'est 10 ans, et qui est pas facile à gérer non plus en captivité, entre 2 et 5 ans par poussin, peut-être un peu plus des fois, pour arriver à les relâcher dans la nature et arriver à ce stade où vous vous dites « Va, vole, débrouille-toi !» Peut-être que tu vas te débrouiller, peut-être pas, parce que si ça se trouve, tu vas te choper une maladie et tu vas mourir dans 2 semaines, tu sais pas. Donc vous vous rendez compte que tous les efforts accumulés sur ces 2 à 5 ans, juste pour relâcher un petit groupe d'oiseaux, 4, 5, 6 individus, c'est énorme. Donc ça vous donne une idée de la difficulté de mettre en place des programmes de recherche, et c'est pour ça que quand on relâche des oiseaux aussi, on est particulièrement attentif à ce qui va se passer dans leur environnement. On est particulièrement attentif à l'endroit où on va les relâcher, parce qu'on se dit oh bon sang, si jamais il y a un braconnier dans le coin, si jamais il décide de faire un parking à cet endroit-là, si jamais il y a tellement de choses qui peuvent se passer qui vont en fait rendre tous les efforts que vous avez accomplis inutiles, que vraiment quand vous faites ce genre d'effort pour mener à bien un programme de conservation, vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que on ne relâche généralement pas hors de l'aire de répartition des animaux tel qu'on l'a vu ici sur ce graphique, parce que on essaie de maximiser les chances de réussite du programme, et donc on essaie de rester dans ces zones géographiques où on sait que l'espèce peut survivre, parce qu'elle y a été historiquement parlant. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on reste plutôt dans ces zones géographiques plutôt que les relâcher autre part. Donc ça, c'était tous les petits problèmes certains des petits problèmes qu'on peut rencontrer pour la conservation de ces bestioles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour de nouvelles aventures avec des plumes.